Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine aux Beaux-Arts. Pour commencer l'émission, nous allons évoquer deux très belles expositions qui se tiennent jusqu'à la fin du mois de février. La première est consacrée au peintre caravagesque d'origine espagnole Ribera au Petit Palais et la seconde met en valeur un des maîtres du pop art au XXe siècle, Tom Wesselmann. Je demanderai ensuite à chacun de mes quatre invités ses coups de cœur pour ce mois de janvier particulièrement riche dans les musées de Paris, mais aussi de province, notamment au Havre, à Orléans et à Draguignan, pour ne citer que. Et puis en fin d'émission, nous nous projetterons dans les 6 mois à venir pour savoir quelles sont les grandes expos d'ici l'été à ne manquer sous aucun prétexte. Et mon petit doigt me dit que nous parlerons de boudin, de Watteau, de Hockney et peut-être même de sorcières. Le club Le Figaro Culture, c'est tout de suite après le générique consacré cette semaine aux Beaux-Arts. Bonjour Éric Biétry-Rivière, vous êtes grand reporter au service culture du Figaro. Bonjour Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, vous êtes rédactrice en chef de la Tribune de l'Art. Bonjour Nicolas Chaudin, vous êtes critique d'art au Figaro Magazine notamment. Vous êtes également écrivain et documentariste. On peut encore voir votre très beau documentaire et Haussmann créa Paris sur la chaîne Histoire TV jusqu'à début février. Et bonjour Léopoldine Frère-Jacques, notre petite nouvelle. Vous êtes journaliste culture à Valeurs Actuelles. Bienvenue dans cette bande de chroniqueurs art du Figaro TV. Alors pour commencer, je vous propose de faire un peu de gymnastique sportive. On va faire un grand écart entre deux artistes très différents l'un de l'autre, aussi différents que peuvent l'être la poule d'une paire de ciseaux, puisqu'il s'agit de José puis Giuseppe de Ribera, ce grand peintre naturaliste du XVIIe siècle, et de Tom Wesselmann, un des maîtres, un des chefs de file du pop art. Ils ont peut-être un point commun, c'est d'avoir été éclipsés par deux chefs de file encore plus importants, l'un le Caravage pour le premier, et évidemment Andy Warhol pour le second. Ils méritaient d'être découverts ou redécouverts. Je vous propose, avant de vous imposer un choix de Sophie, en exigeant de chacun de vous de déterminer laquelle de ces deux expos aller voir au détriment de l'autre, de faire d'abord un petit tour d'horizon de ces deux expositions, en commençant, vous connaissez ma manie de la chronologie, par Ribera. Avec vous, Éric Biétry-Rivière, dans le Figaro, vous lui avez consacré un très bel article en disant que cette exposition est fascinante. En quoi est-ce fascinant ? Oui, parce que ce sont des saints, des philosophes, mais ce sont des gens de la rue. C'est Naples au moment de sa gloire. Lo Spagnoletto, Ribera est un Espagnol qui a travaillé à Rome, puis surtout à Naples pendant 40 ans. Il pousse les techniques de Caravage à fond. Ces clairs-obscurs sont vraiment des clairs-obscurs, et ces scènes notamment de martyrs sont encore plus violentes que chez Caravage. Il est fascinant parce qu'il est très proche de nous. On voit des corps, on voit des chairs, on voit des barbes blanches. Je me suis fait une petite barbe blanche. Exprès pour l'émission, c'était très gentil. Voilà, c'est remarquable. J'ai préparé mon entrée en scène. Mais voilà, ces saints et ces philosophes nous touchent parce qu'ils sont proches de nous, ils parlent de nous, ils parlent de notre condition humaine et de la souffrance, la difficulté de ce bas monde et des aspirations meilleures. Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, Ribera, pour vous ? Alors Ribera, j'allais dire c'est éblouissant, mais c'est pas du tout l'adjectif adapté pour un peintre caravagesque. Ténébrisme. Oui, non, cette exposition est admirable par la clarté du parcours qui montre dans un parcours chronologique l'évolution du style. C'est très facile à voir. Et ça montre aussi toutes les découvertes récentes sur cet artiste, puisqu'il y a tout un corpus de la période romaine qui n'était pas connu encore au début des années 2000, qui a été redécouvert parce qu'il y a tout un corpus d'œuvres qui était attribué à un peintre anonyme appelé le peintre du Jugement de Salomon, à cause d'un tableau qui représentait le Jugement de Salomon. Et on croyait que c'était un peintre français. Et les études ont permis d'attribuer quand même, je crois, une soixantaine d'œuvres à Ribera, et donc d'intégrer cette partie dans son œuvre, parce que la partie la plus connue est évidemment la partie napolitaine. Or là, c'est la partie romaine.
Mais quand vous dites la plus connue, en France, finalement, il était de toute façon pas très connu, parce que je crois qu'au Louvre, il y a très peu d'œuvres de lui. Ouais. Mais à Naples, enfin, c'est le peintre, hein, il est dans la cathédrale, il peint Saint-Janvier, San Gennaro, qui sort indemne des flammes et qui protège le peuple du volcan. Et paradoxalement, c'est un peintre qui était quand même assez connu au XIXe siècle, qui était assez collectionné, très commenté par les critiques d'art, dont Théophile Gautier, notamment au XIXe siècle. Il y a eu un vrai élan ribérisme à cette période qui s'est estompé assez brutalement. Et cette exposition est très importante parce que finalement, c'est la première exposition de grande ampleur sur ce peintre. En tout cas, comme le disait Bénédicte, dans son intégralité, en fait, dans son corpus intégral. Et à part une exposition en 2015-2016 qu'on devait à Guillaume Kins et à Guillaume Caseroni, qui sont des historiens de l'art assez savants sur l'Espagne, enfin la peinture espagnole, mais en l'occurrence italienne, puisque c'est le plus italien des Espagnols. Il n'y avait pas eu vraiment d'exposition importante sur ce peintre, et même si on regarde les publications françaises sur l'artiste, elles datent toutes quand même du XXe siècle, et donc c'était vraiment un manque à combler. Et donc une redécouverte. Nicolas Chaudin ? Moi, je souscris pleinement, comme Eric, j'ai écrit un long article sur la question. Dans le Figaro Magazine. Dans le Figaro Magazine. Et c'est une découverte. Quand j'ai su que l'exposition aurait lieu, j'avais prédit une claque au grand public, parce que c'est vraiment une claque. J'ai trouvé ça extrêmement courageux de programmer une vaste exposition consacrée à ce peintre dans une des institutions les plus fréquentées à Paris, parce que, en dépit de tout ce que nous venons de dire et auquel je souscris pleinement, Lo Spagnoletto n'est pas un peintre commode. Ouais. Son œuvre est presque rébarbative. Tu parlais des philosophes, les portraits de philosophes, les portraits d'apôtres même, ne sont pas faciles à appréhender. Ces philosophes sont arthritiques, ridés, édentés. Ces seins sont souvent hiératiques, sur un fond complètement neutre. Je pense notamment au Saint Matthieu, qui a un fond barré en diagonale comme le champ d'un blason. Et qui est tout réduit vraiment à... Et tout ça n'est pas commode à appréhender, et quand Ribera s'attaque à des scènes très élaborées et parfois extrêmement complexes, il le fait sur des sujets qui sont plutôt rébarbatifs. Il s'attarde énormément, par exemple, sur le martyre de Saint-Barthélemy, écorché vif. Il n'y a pas plus répulsif, si vous voulez, comme Sainte-Agathe qui présente ses seins de Murillo. Bon, bah là, c'est assez difficile. J'ai trouvé donc que le Petit Palais avait là fait preuve d'un courage d'intellectuel, d'un courage d'historien de l'art. Oui, aller voir une exposition, ça n'est pas seulement se faire plaisir, c'est aussi s'édifier, se grandir, s'adonner à la réflexion et au-delà de la contemplation. Et c'est précisément ce que Ribera recherche, nous inciter à la réflexion. Rien n'est gratuit dans une peinture de Ribera. Mais ça fait quand même partie de la peinture de la Contre-Réforme, et donc dans cette optique-là, la peinture de la Contre-Réforme avait pour objectif de rendre plus humains les figures de saints, donc pour les rendre plus proches. Et donc plus souffrants. Plus souffrants, voilà. Et donc plus proches du spectateur. Oui. Donc... Je suis d'accord avec toi, mais c'est une des raisons pour lesquelles cette peinture et cette exposition nous incite à la réflexion. Parce que ça, la plupart de nos contemporains n'y songent plus vraiment. La réforme tridentine n'est plus ne figure plus parmi nos préoccupations majeures. Oui, mais c'est intéressant de voir. C'est un peintre qu'on voit bien dans son contexte historique et qui est... C'est un peintre de la profondeur méditative. Et pour un public parisien qui vient consommer une exposition, c'est pas forcément facile. Mais voilà, on est face à la puissance de l'artiste et qui nous subjugue. C'est fait pour ça. La force des images sous le Concile de Trente, c'est faire passer le message d'une façon la plus spectaculaire possible. Et on l'a. Oui, Bénédicte.
Non, mais l'accrochage est très efficace parce qu'il y a quand même un parcours chronologique, mais il y a aussi la confrontation de 3 représentations du martyr de Saint-Barthélemy pour montrer 3 manières différentes de le représenter. De même qu'il y a la confrontation de la Madeleine et de Sainte Marie l'Égyptienne, une vieille femme presque nue et la Madeleine très apprêtée, avec cette confrontation de 2 femmes, c'est extraordinaire. L'accrochage est vraiment très efficace. Je trouve que ça fonctionne bien. Léopoldine, le point d'orgue de l'exposition est... Oui. Oui. Léopoldine, un dernier mot ? Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, à dessein, Ribera choisit dans les scènes de martyrs souvent les moments les plus terribles. En fait, son biographe disait qu'il ne voulait pas représenter des choses douces et pieuses, mais qu'il voulait représenter vraiment des tortures âpres et horribles. Mais ce qui effectivement, est contrebalancé par les saints, en fait, l'appel à la sainteté vers lequel mène ce martyr. C'est-à-dire, par exemple, dans le martyr de Saint-Barthélemy, vous avez, dans une des versions, le saint en train de se faire écorcher, qui donc serre sa main de douleur, mais l'autre main est déjà ouverte vers le ciel et regarde déjà les anges qui vont l'accueillir au ciel. Et ça, c'est très beau dans ce contexte, tridentin, parce qu'on comprend en fait tout le chemin de sainteté du martyr. Alors, vous l'avez dit, très contextualisé historiquement. C'est aussi le cas pour quelqu'un qui montre très peu de seins, qui s'appelle Tom Wesselmann. Ça dépend. Ça dépend. Oui, très peu de seins, mais écrit différemment. Merci Bénédicte. Qui est Tom Wesselmann, qui est une exposition qui est consacrée plus généralement au pop art, mais en particulier avec un focus sur Tom Wesselmann. Nicolas Chaudin, vous avez aussi consacré un grand article à cette exposition à la Fondation Vuitton, que vous avez trouvé en fait amusante. Oui, j'ai trouvé ça réjouissant. J'ai aimé cette exposition, d'abord parce qu'elle offre un parcours extrêmement varié, puisqu'il n'est pas question que des œuvres de Wesselmann, mais aussi de celles de ses compagnons de mouvement, ou de courant, ou plus exactement de contre-pied, puisque le pop art n'est pas à proprement parler un mouvement artistique, mais plutôt un contre-pied au lyrisme abstrait ou l'abstraction lyrique de l'immédiate après-guerre aux États-Unis. Et donc c'est une exposition extrêmement variée, un parcours riche, un parcours évidemment, puisqu'il s'agit de pop art, extrêmement coloré, que je l'ai vu dans un contexte climatique extrêmement grisailleux et que ça m'est apparu comme une semaine aux Bahamas, soudain. Et ce pop art qui énerve pas mal d'amateurs d'art par son simplisme ou par le caractère un peu criard qu'il déploie, est un art qui néanmoins revendique, ou en tous les cas pourrait très aisément revendiquer une profondeur philosophique et intellectuelle. Et je trouve que Wesselmann est de ceux chez qui cette espèce de quête d'autre chose que la surconsommation dans nos sociétés est évidente et pour laquelle il emploie des innovations, notamment dans les formats de ses œuvres. C'est ce qui est le plus impressionnant. Voilà, qui ne sont ni géantes, ni monumentales, mais qui sont dilatées. Et j'aime beaucoup ça parce que... Pas monumentale, mais enfin, elle minusculise un peu le spectateur, on sent petit parfois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus des écrans cinémascopes, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle dilate les images qui, finalement, nous agressent en grand format ou que nous allions dans les villes contemporaines. J'aime aussi énormément le fait qu'il découpe sa toile à seule fin d'individualiser les objets qui composaient sa nature morte. Et là, il les rend, en les découpant, il les dilate encore, et on se retrouve, par exemple, devant un tube de rouge à lèvres qui fait notre taille, devant un collier négligemment posé, mais dont chaque perle est l'équivalent d'un ballon de plage. Enfin, et tout ça nous dit bien que nous-mêmes, consommateurs, sommes minuscule face à la masse d'objets qu'on veut nous faire consommer, d'objets et d'images.
Par ailleurs, c'est un garçon très inventif, qui progresse, qui est plein de ruses. J'ai eu l'occasion de raconter que de toutes ses amies, pour peindre ses bouches qui fument, ses lèvres rouges qui fument, il a choisi précisément celle de ses amies qui ne fumait pas, de manière à ce qu'elle rejette sa fumée compacte. Un fumeur qui avale rejette une sorte de nuée informe, alors que quand le tabac la fumée est rejetée sans avoir été inhalée, elle fait une espèce de panache de paquebot. Lui, il est allé demander à celle qui ne fumait pas de poser. Et c'était une amie qui était française, voilà, très connue, qui était Danielle Thompson, la réalisatrice Danielle Thompson. Danielle Thompson. Bon, j'ai trouvé ça très amusant, très sympathique et édifiant. Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, est-ce qu'on ne retrouve pas, comme chez beaucoup d'artistes contemporains que nous apprécions, aussi sous ces aspects très contemporains, modernes, des manières de travailler très classiques finalement, et des références à la peinture classique? Alors il y a Matisse qui l'inspire énormément. Et Duchamp, bien évidemment. Mais alors, justement, moi, ce qui m'a le plus séduite dans le parcours, ce sont les dernières œuvres, qui sont les œuvres en métal, en acier, qui imitent le geste du pinceau. Parce que ça lui a demandé beaucoup de temps de le faire, et en même temps, il y a la spontanéité du pinceau, aussi bien dans ses croquis figuratifs collés au mur, comme des nus de femmes ou des profils de villes. On a l'impression que ce sont des dessins, des graffitis sur les murs, alors que ce sont des fils d'acier qu'il a mis du temps à faire et qui ont la spontanéité du dessin. Et la composition, aussi les compositions qui ne sont pas figuratives, qui sont comme des traits de pinceau en immense, enfin de manière monumentale, et qui ont une spontanéité que la technique ne permet pas, justement. Et ça, j'ai trouvé ça une sorte d'hommage à ce geste. Ouais. Éric ? Vous nous avez demandé une émission sur ces deux peintres aussi différents. Ils sont très différents. Ils sont à des années-lumière, puisque les références de Wesselmann s'arrêtent en gros à Duchamp, Matisse, Picasso. Ça, c'est le plus loin qu'on puisse aller. Mais je trouve qu'il y a quelques rapports entre les deux. Je vais m'expliquer. Ce sont tous les deux des artistes qui font des œuvres morales. Wesselmann a un dieu, c'est la société de consommation, ou un diable. Il peut la critiquer, la détourner ou la magnifier par ses œuvres de grand format. Et Ribera aussi est un peintre moral, puisque lui vise le dieu de Rome. Donc ce sont des vanités. En fait, les deux font des vanités. Souviens-toi que tous tes biens sont futiles, que tu vas passer comme tout le monde, quelle que soit ta naissance ou tes privilèges. Voilà ce que nous disent les deux. C'est assez étonnant. Léopoldine ? Un petit peu plus de mal avec Wesselmann qu'avec Ribera. Parce que déjà, la citation à Marcel Duchamp me semble assez systématique. C'est-à-dire que tout le corpus de Wesselmann s'inscrit dans une sorte d'immixtion du banal, du quotidien, dans ses natures mortes notamment. Et qu'on a l'impression d'un systématisme un peu ça se répète énormément en fait dans son corpus. Et ça, je trouve que finalement, ça donne l'impression, bon, c'est peut-être personnel, mais ça donne l'impression que Wesselmann a érigé un peu Duchamp en tradition et qu'il la répète. Or, ça n'est, à mon sens, pas du tout l'objet de l'ultime transgression qu'avait produite Marcel Duchamp avec ses ready-made. Et donc je trouve que c'est un peu gênant cette dépendance de Wesselmann à Duchamp. Et par ailleurs, moi, il y a un autre point qui m'a un peu gênée dans l'exposition, c'est qu'on n'a pas vraiment de fin sur le pop art. C'est d'ailleurs l'objet de l'exposition qui dit finalement le pop art continue aujourd'hui avec des artistes. Les points de suspension en pop art et de Wesselmann. Et pour certains contemporains exaltés dans l'exposition, Koons ou Al Weiwei, c'est assez légitime parce qu'il y a une imagerie de la consommation qui est reprise, donc ça s'inscrit assez clairement dans l'héritage du pop art. En tout cas, on peut considérer que c'est un biais à exploiter. Mais pour d'autres, ça m'a paru beaucoup moins évident, notamment pour le cas de Michaeline Thomas,
qui est effectivement dans le reste de son corpus assez proche du pop art, mais dans le corpus montré au sein de l'exposition, ça ne m'a pas paru évident du tout. Et je trouve qu'elle exploite surtout le biais de la transgression qui est celui de Wesselmann l'exposition trouve cette filiation juste par le biais de la transgression. Je trouve que ça ouvre trop de portes, c'est trop large. Et du coup, le visiteur, je pense, n'arrive pas à cerner vraiment où est le pop art dans les contemporains qui sont présentés. Ça m'évite d'avoir vous demandé laquelle des deux vous conseillez s'il ne faut choisir qu'une seule. C'est évidemment Ribera, Nicolas Chaudin. Eh bien, entre la poule et la paire de ciseaux, qui de la poule, qui non. Non, Ribera, je pense, est une nécessité. Ouais, voilà. Vraiment. Ribera aussi, mais allez jeter un œil Wesselmann. Après avoir vu à la Fondation Louis Vuitton, aller voir 2 expositions dans l'hiver, c'est quand même pas la mer à boire. Les 2 expos se terminent en février. Donc. Aussi Wesselmann, parce que c'est un peintre du factice. Alors il va faire des petits objets qu'il va agrandir, il va découper les plans ou les objets, et tout le monde regarde derrière. C'est curieux, hein. Comme les affiches publicitaires à Hollywood, on n'est jamais aussi bien qu'à l'ombre des grandes publicités. Bon, donc résultat, allez voir les 2 expositions, toutes les 2 jusqu'à fin février, au Petit Palais pour Ribera et la Fondation Vuitton pour Tom. Alors moi je dis Wesselmann parce qu'il est américain, donc je pense à l'américaine, pardon, mais vous êtes européen avant tout, donc vous dites Wesselmann. Bon, mais à Ribera, il y a quand même une femme à barbe. Donc ça vaut le détour quand même. C'est le peintre du Pied-Beau. Oui, c'est l'expo qui est le tableau, un des 2 tableaux qui se trouve au Louvre. On résume l'œuvre de Ribera en France, d'ailleurs. Oui. D'où la nécessité, comme vous dites, d'aller voir les autres œuvres. Je vous propose de passer au coup de cœur, parce qu'il n'y a pas que ces 2 expos. Il y en a un certain nombre qui durent encore jusqu'en février et mars, un petit peu partout en France. Vous voulez commencer, Léopoldine ? Pourquoi pas. La Chine des Tang, du coup. Très bien. Oui, c'est une... Au musée Guimet. Oui, une exposition au musée Guimet qui présente donc une dynastie chinoise qui a régné de 618 à 907 de notre ère et qui a exploité les routes de la soie, notamment pour étendre son influence. Et qui va, grâce à cette exploitation commerciale, faire venir beaucoup de techniques au sein de son empire. Et c'est assez intéressant parce qu'en termes c'est une société effectivement cosmopolite, comme l'indique le titre de l'exposition, qui va voir à la fois des confessions bouddhistes, taoïstes, nestoriennes, vivre dans un même espace. Et donc, en termes artistiques, ça se matérialise par des peintures à la fois bouddhistes, taoïstes. Donc ça, c'est le premier élément très intéressant de l'exposition, c'est de voir ce caractère pluriconfessionnel qui apporte dans l'art énormément d'éléments, et aussi le caractère cosmopolite en fait de cette dynastie va entraîner une multiplicité de techniques nouvelles dans cet empire. Donc par exemple les techniques d'orfèvrerie vont changer avec cette dynastie. On va avoir une certaine maestria sur des pièces d'orfèvrerie qui sont absolument magistrales, de minutie, qui mesurent à peine quelques millimètres et qui vont représenter des éléments taoïstes. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'on a en fait, par ce cosmopolitisme, on va avoir un rayonnement de cet empire. Des influences croisées. Voilà, des influences croisées. On connaît mieux les Qin. C'est le premier empereur, c'est l'armée de terre cuite, ou alors les Ming, c'est la cité interdite. On connaît moins les Tang. Et là, on rentre dans la capitale des Tang, qui s'appelle Chang'an, c'est l'actuel Xi'an. Aujourd'hui, c'est 8 millions d'habitants. À l'époque, c'était 2 millions déjà d'habitants. Ouais. Par rapport à l'Europe mérovingienne, on n'est rien du tout. Désolé, mais la grande capitale du monde, du continent euro-asiatique, c'est cette ville qui avait... Alors moi, il y a quelque chose qui m'a sidéré, c'est le plan de cette ville, Chang'an, qui est un damier rigoureux.
Et 87 km², plus densifié que Bagdad à l'époque, plus que Byzance, et 110 quartiers. Donc un faste, une activité. On la sent bien dans l'exposition. Elle est un peu faite par quartier d'ailleurs. C'est pas mal. Il y a même la mode qui est représentée, puisque les femmes ont différentes coiffes, différentes techniques pour mettre leur aiguille dans leur chignon. Elles ont des miroirs fabuleux. Et en plus, elles jouent au polo, un jeu persan. C'est un Nicolas autre Chin, monde. un petit mot sur Tang et puis un autre coup de cœur. Un petit mot sur Tang, juste. Enfin, vous allez me dire que je suis un caractère obsessionnel, mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est l'aspect équestre de la civilisation Tang. Mais vous êtes un peu obsessionnel, Nicolas. Il faut m'abattre. Et alors, non, mais c'est intéressant parce que on n'a pas du tout conscience en France que la Chine est une civilisation équestre, elle aussi, parce que les Chinois n'ont pas généré un ordre équestre, comme la chevalerie en Europe occidentale, comme les chevaliers à Rome, ou les compagnons d'Alexandre le Grand en Macédoine. Donc on n'a pas ça dans la tête. Sauf que, pour une population de 50 millions de Chinois à l'époque, à l'apogée de la dynastie, il y avait 700 000 chevaux dans les haras impériaux. C'est une proportion considérable, parce que ça exclut ceux qui n'y étaient pas. Et effectivement, pour défendre un empire aussi vaste, il fallait pouvoir se déplacer rapidement, et donc, voilà. Et on se rend compte que le cheval est omniprésent dans la production artistique, dans la peinture, dans la céramique, dans les bijoux. Tu parlais de miroirs, il y a des miroirs qui représentent des chevaux. Enfin, dont la sous-face représente des chevaux. C'est une partie de l'économie extraordinaire. Ces chevaux sont importés du Fergana, par exemple, des bordures du Taklamakan. Donc, ça contribue à cette espèce de grand échange, de va-et-vient, de marchandises et de marchands qui vont avec. Et je dois dire que les pièces, notamment les céramiques qui représentent ces chevaux glacurés aux 3 couleurs, c'est absolument fantastique. Bon, je fais ce que je vais faire pour les chevaux. Au musée Guimet jusqu'au 3 mars, Bénédicte, un autre coup de cœur. Oui, si vous voulez, mais ça risque d'être au détriment d'un autre coup de cœur. Non, alors Draguignan. Draguignan. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas aller à Draguignan, le catalogue est à un prix tout à fait raisonnable. Je ne sais plus, mais enfin voilà. Et donc, tout à fait passionnant. Donc, c'est sur la manière, la passion pour la Renaissance qu'ont eu les artistes du 19e siècle. Et donc, plus précisément, c'est tous les grands maîtres de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci, Raphaël, il y a même Giotto et Michel-Ange, dont la vie a été racontée par les peintres du 19e siècle. Et donc, on n'est plus dans la grande peinture d'histoire, mais dans la peinture anecdotique. Et tous ces peintres du 19e siècle racontent d'une manière tout à fait croustillante la vie de ces peintres. En fait, c'est des grands génies qu'ils essayent de rendre humains, mais en essayant de les rendre humains par la représentation de leur vie, ils alimentent la légende d'une manière assez savoureuse, parce qu'il s'inspire des vies de Vasari, donc, qui est un ouvrage du XVIe siècle, qui raconte la vie de ces peintres, mais à partir de faits réels, mais aussi de légendes, d'anecdotes qui ne sont absolument pas vérifiées. Donc ça alimente cette légende à partir de représentations de scènes. Par exemple, Cimabue rencontre Giotto, qui est un petit berger qui est en train de dessiner des chèvres, et il trouve que ce peintre est un génie, et donc le fait entrer dans son atelier. Et donc c'est comme ça qu'on alimente. Michel-Ange se fâche avec le pape Jules II, qui vient s'excuser, c'est un peu un grand mot, mais enfin qui revient vers lui. François Ier vient sur le lit de mort de Léonard de Vinci recueillir son dernier... Ça c'est très 19e siècle de réécrire l'histoire, de l'arranger un petit peu. Mais dans des peintures, dans la mouvance de la peinture troubadour, et c'est très vivant, c'est passionnant, et je recommande vivement cette expérience. Allez, on continue le tour de table. Éric Biétry-Rivière. Moi je reste à Paris, et je vais à la maison du Japon, pour voir des... Ah, vous êtes très orient. Oui, je suis très orient en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, ce sont des univers que je ne connaissais pas. C'est par exemple l'estampe traditionnelle japonaise sur bois, la gravure sur bois qu'on connaît bien.
mais là, c'est dans les années 20 et 30. En fait, cette gravure a continué de prospérer au moment où la vieille Edo devenait la Tokyo moderne qu'on connaît, en 1923. Le tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre qui ruine tout et on reconstruit tout. Qui rase la moitié de la ville. Incroyable. Et on voit à travers ces estampes qui sont toujours dans la tradition d'une ligne claire qu'aimeront beaucoup les amateurs d'Hergé. Bien sûr. On voit cette ville se transformer, on voit le premier tramway, le premier métro, puis des gens qui s'occidentalisent à une vitesse dingue également. Les geishas se font des coupes à la garçonne, fréquentent, boivent des cocktails. Les hommes ne sont plus des samouraïs, mais jouent au golf et boivent des bières. Et on rentre vraiment de plein pied dans le XXe siècle à travers cette forme d'art très, très traditionnelle, encore une fois. Et donc c'est jusqu'au 1er février. Léopoldine, un autre coup de cœur? Je voudrais vous emmener un peu plus loin que Paris, je vais vous emmener à Orléans, où on a une exposition vraiment très intéressante sur le peintre Guido Reni, donc qui est un peintre du XVIIe siècle, qui, en fait, on nous emmène dans son atelier. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, un tableau ne se fait jamais seul. Vous avez forcément des personnes qui préparent les couleurs, qui vont préparer le support, etc. Et donc tout l'objet de l'exposition, c'est de nous montrer comment travaille l'atelier de Guido Reni, qui est un des peintres les plus recherchés de son temps, les plus commandés par le pape, par des personnalités incroyables. Et donc on nous montre la question, par exemple, des multiples dans son atelier, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une toile de Guido Reni, mais plusieurs toiles de Guido Reni et de son atelier, ou des toiles de son atelier, de ses élèves, que ses élèves copient à sa demande pour d'autres commanditaires. Et donc toute cette exposition nous montre comment ça fonctionne en fait à cette période-là. L'atelier, c'était 200 personnes. Ah oui. Alors, il faut vous donner une idée. Par exemple, avant la crise, Jeff Koons, c'était 100 personnes à New York. Donc, vous voyez la puissance de ce Bolonais. Raphaël, avant, une génération avant, c'était 50 à Rome. Là, ils sont à 200. Et en plus, Guido Reni est un personnage assez intéressant, assez touchant. C'est quelqu'un qui est dévoré par le jeu et qui va produire énormément de toiles aussi pour répondre à ses dettes de jeu. Donc l'exposition contextualise bien cette manière dont il doit produire pour justement répondre à cette espèce de passion dévorante pour laquelle il doit régler ses dettes. Donc c'est assez touchant aussi. Il y a vraiment un côté très... Je crois qu'il est mort d'ailleurs, ruiné. Et il s'est rattrapé plusieurs fois. Ouais, il me semble, oui. 2 ou 3 fois. Mais pas la dernière. Pas la dernière. Juste pour dire que malheureusement, il n'y a pas les grands chefs-d'œuvre, notamment ceux du Louvre, l'enlèvement d'Hélène ou les géants, le cycle des géants. Il y a 4 grandes toiles qui sont dans la Grande Galerie, mais qu'on voit peut-être pas tellement parce que le grand public bifurque pour aller voir la Joconde, mais il faut aller voir après la deuxième partie de la Grande Galerie. Et là, vous verrez la puissance de Guido Reni. Guido Reni jusqu'au 25 mars, je crois, au Beaux-Arts à Orléans. Nicolas, un autre coup de cœur? Un coup de cœur rapide et beaucoup moins grave, enfin beaucoup moins sérieux, c'est l'exposition Christophe au Musée des Arts Décoratifs, qui est très amusante, qui nous raconte nos propres usages que nous abandonnons les uns après les autres, mais c'est une exposition qui fait la part belle aux arts de la table, forcément. Christophe et ses fameuses ménagères, nous les connaissons toutes à peu près. Et donc ça nous raconte l'extraordinaire multiplication des ustensiles de table au cours du 19e siècle. Ça nous raconte aussi le génie d'un entrepreneur qui fait breveter 1000 manières d'argenter le métal le plus fruste, de le dorer, de le fondre, mouler sans avoir recours à des hauts fourneaux monumentaux, etc. Donc c'est le reflet de cette époustouflante parenthèse que fut le Second Empire du point de vue technique, du point de vue social, du point de vue de la richesse des usages, de la sophistication outrancière de nos usages. En plus de ça, la scénographie est particulièrement réussie. C'est un moment vraiment très, très joyeux, étincelant, c'est court, c'est très bien.
On a compris que vous aviez 2 obsessions, les chevaux et le Second Empire. Et Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, un autre coup de cœur. Alors, on peut parler de chevaux. Ouais, voilà. Malheureuse. Alors, je peux ou pas? Mais bien sûr. Pour une fois que c'est pas Nicolas Chaudin, improvisons-en. Alors, justement, c'est une exposition avec un catalogue dans lequel on trouve un essai de Nicolas Chaudin sur le portrait équestre au musée des Couans. Alors, je précise tout de même que le château des Couans, c'est 20 minutes en TER depuis la gare du Nord. Il faut aller au château des Couans, c'est accessible. C'est 20 minutes de TER, aller au château des Couans. Et donc là, c'est le portrait équestre à la Renaissance. Moi, quand on m'a dit le portrait équestre à la Renaissance, je me suis dit, oulala, ça va être une galerie de messieurs peints sur des chevaux, ça va être très ennuyeux. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a des sculptures, des reliefs, des médailles, des émaux, et il y a la mise en scène des fragments de la fameuse statue de Henri IV, qui est vraiment à l'état de fragment et qui est très très bien mise en scène. Et on découvre la spécificité du portrait français. Voilà, du portrait équestre et notamment comment évolue la société chevaleresque face à l'artillerie. Mais bon, nous n'allons pas développer ce sujet abondamment développé par nous. Il faut aller assez vite parce que ça se termine le 27 janvier. Donc voilà, donc il faut y aller. 20 minutes de train, je le rappelle. On peut peut-être rappeler que ce château est vraiment, qui est très peu visité, est un joyau. Un joyau. C'est le musée national de la Renaissance. Oui, en plus, oui, bien sûr. C'est le Louvre, mais non, c'est les coins. C'est un joyau. Et ne serait-ce que pour lui, pour ce château, il faut y aller parce qu'on est sidéré. En plus, il est parfaitement conservé, une intégrité architecturale rare. Et dedans, une exposition passionnante. Passionnant. Et rapidement, les scènes aussi au Alors, les scènes Havre, au musée Malraux. donc là, Pas les selles. Les scènes. Oui. Olivier Senne et ses héritiers. Et non, je voulais saluer quand même la démarche du musée du Havre qui met en valeur les collectionneurs privés. Parce que souvent, les musées oublient les collectionneurs privés qui sont des partenaires indispensables des musées et des institutions publiques. Et là, ça raconte l'histoire de cette famille qui a collectionné. Olivier Senne avait une collection de 500 œuvres et qui sont passées à ses enfants et à ses petits-enfants. Et sa petite-fille a fait quand même don de 250 œuvres il y a 20 ans. Oui, et donc là, c'est l'anniversaire de cette donation. Donc, c'est voilà. 3 générations de donateurs. 3 générations de mécènes. Et ils ont aidé les musées, pas seulement le Havre, mais les musées français à acquérir des œuvres. Ils ont participé à ça. Et je trouve qu'il faut quand même leur rendre hommage. Et qu'est-ce qu'on a en 2 mots? Alors, il y a Derain, Boudin, Degas, Vlaminck. Et donc, Olivier Senne avait un beau-père qui était très facétieux parce qu'il trouvait qu'il avait des goûts plus que douteux parce qu'il détestait l'art contemporain. Le beau-père détestait l'art contemporain. Et donc, pour se moquer de son gendre, est allé lui acheter des œuvres au Salon des Indépendants de 1905. Et donc, juste pour se moquer de lui, il a choisi ce qu'il considérait comme le plus laid et le plus criard. Et donc, il lui a quand même offert des Derain, des Vlaminck. Voilà. Un Matisse, mais... Et alors, et un faux Matisse. mais pas le bon. Il y a des Matisse, mais pas le bon. Voilà. Voilà, vous le racontez très bien dans un article de la Tribune de l'Art. Allez, un dernier coup de cœur. Un dernier coup de cœur. Alors, je vais quand même parler de l'expo au Louvre sur les figures du fou. Une expo trop copieuse, puisqu'elle s'arrête à Courbet. On part du Moyen-Âge, on va jusqu'à Courbet, c'est trop. Il fallait se restreindre au Moyen-Âge et à la Renaissance. Mais c'est pas grave. Au début, on part un petit peu circonspect parce qu'on ne voit que un peu de numismatique, des petits objets, des fragments de céramique, et puis après on arrive sur la tapisserie, les tableaux, et là ça devient un enchantement. C'est Bosch, c'est Bruegel, c'est Fuseli au 19e, c'est voilà, et Courbet avec cette figure de désespéré. Le fou, c'est celui qui symbolise les désordres du monde. Et au Moyen-Âge, c'est l'incroyant, par exemple. Alors voilà, on a ce personnage qui est, on le voit très bien dans l'expo, standardisé par les moines copistes du Moyen-Âge, où là, on a la figure du fou à grelot avec les grandes oreilles d'âne et le costume bariolé qu'on retrouve dans les jeux de tarot, etc. Et ça, c'est jusqu'au 3 février au Louvre. Oui. Allez, tout petit dernier, Léopoldine. On n'a pas parlé du trompe-l'œil, Marmottan-Monet, non? Pourquoi pas? Parlons-en.
Je ne vais pas vous forcer, mais... Oui, le trompe-l'œil. Marmottan. Marmottan-Monet. Marmottan. L'intérêt de cette exposition, c'est toujours difficile, je trouve, de faire des expositions sur un genre en particulier, et notamment le trompe-l'œil. Là, son intérêt, c'est que l'exposition retrace en fait un peu l'histoire du trompe-l'œil, avec à partir en fait le trompe-l'œil est né dans l'Antiquité, avec Pline l'Ancien nous raconte que Zeusis et Parasios s'étaient lancés pour défi d'imiter de la manière la plus réaliste entre guillemets possible. Alors l'un devait faire un bassin avec des oiseaux becquetants et l'autre devait imiter un rideau fin. Et c'est de là qu'est né cet art du trompe-l'œil, donc cet art d'imiter la nature. Donc ça, c'est une des vertus de l'exposition, c'est de rappeler un peu cette naissance. Et puis, cette exposition, elle a du sens au musée Marmottan parce que Paul Marmottan, qui était donc qui était à l'origine des collections du musée, avait dans sa collection 7 trompe-l'œil qui sont restaurés pour l'occasion. Et donc, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi cette exposition a lieu à Marmottan. Mais c'est jusqu'au 2 mars. On aurait pu encore en citer beaucoup d'autres, mais je crois qu'il faut qu'on passe... Il faut se projeter vers l'avenir, assez de regard vers le passé. Tournons-nous joyeusement vers l'avenir et vers cette année 2025 qui nous promet beaucoup de grands moments. Nicolas, vous voulez commencer? Les grandes expos que vous attendez pour ces 6 prochains mois? Alors, dans l'ordre ou le désordre, peu importe, mais Artemisia Gentileschi, je pense, sera un moment extraordinaire. Non pas parce que ça étanche les soifs de l'air du temps, mais Artemisia Gentileschi est vraiment une femme peintre de l'âge baroque absolument extraordinaire, et dont on a longtemps retenu que l'œuvre du père. Et là, on va se retrouver... Très bon, le père aussi. Excellent. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que sa fille fut aussi une artiste peintre de premier ordre. Et ça va nous... je pense que ça va retenir beaucoup l'attention du public parce qu'il s'agit d'une femme, mais surtout parce qu'il s'agit d'un génie. Et d'un autre génie. Et qu'il n'y a que ça qui compte en art. Juste, vous êtes d'accord, Bénédicte Bonnet-Saint-Jean? Parce que je sais que vous êtes très agacé quand on fait des expositions de femmes juste parce qu'elles sont femmes. Oui, oui voilà. Là, c'est légitime. C'est bien le contraire que je raconte. C'est juste je dis bien le contraire. Oui, mais non, parce que, en fait, non, mais là, on a quand même une rentrée avec Suzanne Valadon, Artemisia Gentileschi. Il y a quand même une tendance frénétique des musées à vouloir systématiquement mettre en valeur les artistes femmes. Je ne suis pas contre, absolument pas. Néanmoins, Artemisia a déjà été mise à l'honneur en 2012 au musée Mayol. Bon, c'était il y a déjà un certain temps, mais voilà. Suzanne Valadon, depuis 2015, 2020, 2024, on la voit tout le temps partout. Et donc, il me semble que les musées sont en train de provoquer un déséquilibre pour restaurer un équilibre, si vous voulez. Et donc, il me semble que le discours qui accompagne cette mise en valeur des femmes, c'est la volonté d'une parité. Mais sauf que dans l'histoire de l'art, cette parité n'existe absolument pas. Et qu'avant le 19e siècle, les femmes sont très peu nombreuses, c'est un fait, on n'y peut rien. Et donc vouloir absolument les mettre en valeur, parfois au détriment de certains artistes méconnus qui mériteraient de l'être, me semble un petit peu dommage. Je suis d'accord avec toi, mais pour Gentileschi, ça se justifie pleinement. Tu parlais de Valadon, qui n'est certainement pas quelque chose que j'attends avec impatience. Non. Parce que si la femme est passionnante, lisez donc une biographie de Valadon plutôt que d'aller à son expo. Non, parce que la femme est intéressante, mais sa peinture, elle est loin d'être un génie. Elle a fréquenté les génies, mais elle n'a pas... engendré de bons artistes, mais elle n'est pas elle-même la géniale qu'on essaye de nous vendre. À vérifier donc à Pompidou. L'intérêt de revoir ou de voir Artemisia, c'est qu'on vient de voir Ribera. Alors allez encore voir Ribera, et vous verrez une génération plus tard, Artemisia, qu'est-ce qu'elle fait, son père Orazio était l'exact contemporain de Ribera, mais côté romain, pas côté Naples. C'est une peinture qui conserve des traces du caravagisme, mais qui est quand même beaucoup plus solaire. Et puis, Artemisia, il faut rappeler qu'on la connaît parce qu'elle a été victime d'un viol, qu'il y a eu un procès ensuite, et que les actes du procès sont parvenus jusqu'à nous. Donc, on connaît bien sa vie, ce qui fait qu'on en a fait un personnage maintenant. Mais de son temps, c'était une artiste qui était recherchée par toutes les
cours d'Europe, pardon, et qui vendait partout. C'était une des artistes les plus bankable de l'époque. Très grand artiste, une très grande artiste, et c'est à ce titre-là qu'elle mérite. Mais si elle émerge comme ça, et si elle ne se contente pas de faire des natures mortes ou des paniers fleuris, mais des grands portraits, et des scènes de grand genre, c'est parce qu'elle est la fille de son père, et qu'elle est un peu comme Mozart, c'est un peu au départ la femme savante exceptionnelle. Jacques Marandré, à partir du 19 mars, je crois. Et on continue. Pauline, qu'est-ce que vous attendez? Cimabue au musée du Louvre. En fait, le Louvre a mis en place des expositions revoir tel artiste. On a eu droit à revoir Watteau qui était formidable et à revoir Van Eyck aussi qui a permis de voir le tableau La Vierge au Chancelier Rollin restauré. Donc là, dans la même perspective, revoir Cimabue, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir la Maestà de Cimabue restaurée a priori et on va pouvoir avoir une idée peut-être un peu plus complète de l'importance de Cimabue dans la peinture occidentale, puisque finalement la Maestà de Cimabue, c'est un peu le manifeste du début de la peinture occidentale, avec ce qu'elle introduit comme dans l'intériorité des personnages représentés. Donc on connaît bien Duccio, on connaît bien Giotto, qui sont réputés être ses élèves, ses héritiers. Mais Cimabue, finalement, on le connaît moins. Et donc c'est, à mon avis, une bonne idée d'exposition. Ça fait l'unanimité. Oui. Puis si on va à Assise, si on est allé à Assise, on se souviendra des grands décors plafonnants. Et même si on n'y est pas allé, qui ont été détruits par le tremblement de terre. En plus, il y a très peu d'œuvres de cet artiste, donc l'exposition va être très restreinte. Mais c'est l'occasion de rappeler aussi que finalement, en 2024, l'œil des spectateurs est habitué à des choses effectivement plus faciles. Et là, c'est comment reconnaître le beau, parce qu'aujourd'hui, c'est moins évident. L'œuvre de Cimabue, est un peu sévère vu de l'extérieur. Donc c'est la manière de dire, ben voilà pourquoi cet artiste est un peintre majeur du XIIIe siècle. C'est un basculement dans l'art occidental. Mais ça n'est pas évident. De la peinture. Et au milieu, il y a quand même ambitionné d'expliquer l'exposition. Oui, et puis il y a cette histoire extraordinaire de l'acquisition récente de la dérision du Christ, qui était quand même un petit panneau grand comme ça, mais qui était accroché dans une cuisine. Enfin, les propriétaires le considéraient comme une icône parmi d'autres, et qui a quand même été vendu à 20 millions d'euros. Donc ça montre quand même que le beau s'apprend. Voilà. C'est à partir du 22 janvier au Louvre. Nicolas Chaudin, un peu de XXe siècle? Oui, il va y avoir deux expositions qui vont se renvoyer l'une à l'autre. Il y a cette exposition au musée Picasso sur l'art dégénéré, qui, alors, je ne juge pas de l'exposition, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans encore. Enfin, elle pourrait être très 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 belle, et surtout nous raconter quand même un des moments les plus schizophrènes, les plus dingues de l'histoire, et notamment la destruction d'un certain nombre d'œuvres d'art d'artistes majeurs du XXe siècle sous prétexte qu'ils ne correspondaient pas au canon porté par la propagande nazie. Donc ça va être très intéressant, ce sera pour nous l'occasion de prononcer ce musée Picasso, Kunst, Entartete Kunst, voilà, qui est quand même une joie physique. Entartete Kunst, il faut le faire. Et en dehors de ça, ce sera, je pense, historiquement très justifié. C'est terrible, on est en 1937, on brûle les œuvres, il y a des autodafés, on brûle Kandinsky, on brûle Chagall, on brûle Autodix, c'est terrible. Pour finir en 30 secondes, il y a, comme souvent avec le musée Picasso, il y a un miroir quelque part dans Paris, un miroir de leur propre exposition, qui sera l'exposition au musée de l'Armée sur les peintres en exil, et peindre la France en exil, peindre l'idée qu'on se fait de la France lorsqu'on est en exil. Et donc ce seront ceux qui ont dit non. D'ailleurs, les peintres dégénérés avaient dit non eux aussi, mais on ne les avait pas entendus du tout. Ceux-là sont partis pour crier non, et ont néanmoins transporté avec eux une image de la mère patrie qu'ils ont restituée dans leur œuvre. Et donc ces deux expositions, à mon avis, font un diptyque qui ne sera pas inintéressant. Et la seconde est au musée de l'Armée. Au musée de l'Armée, la seconde. Éric Pietri-Rivière. Je vais encore vous emmener en Orient.
C'est lassant. C'est une manie. Chacun ses obsessions. Hein. Non, je remarque que... Le Quai Branly fait tout l'Orient. Tout l'Orient à partir des textiles à fil d'or. Alors, on va aller des kimonos au caftan, du plus loin au plus proche. On va passer par les costumes des princes de Bagdad, les mamelouks d'Égypte, les nobles ottomans de Turquie, les safavides et les qajars iraniens. Bon, je mettrai mon billet que ça va être absolument spectaculaire et flamboyant. Comme j'ai annoncé qu'on avait parlé des sorcières, Bénédicte, oui, on va parler des sorcières. J'aime beaucoup les expositions thématiques. Alors j'avais été éblouie par la Méduse à Caen, qui était une exposition extraordinaire et passionnante. Et là, il y a les sorcières à Pont-Aven du 7 juin au 16 novembre 2025. Donc c'est l'exposition de l'été. Et ça part, le point de départ, c'est 1862 et la publication de Jules Michelet qui s'appelle La sorcière. Ouais. Voilà. Et donc la sorcière qui jusque-là avait l'image d'une vieille femme horrible incarnant des tas de désastres, là elle incarne la révolte, la connaissance, l'harmonie, et donc c'est un basculement de la vision de la sorcière, et donc je suis curieuse de voir. Il y aura un peu plus tard à Nantes une exposition sur l'histoire des sorcières. Ah ben voilà, alors, c'est l'année des sorcières. Et surtout, on va comprendre pourquoi la sorcière est devenue aussi un symbole des néo-féministes, enfin, ou des féministes d'ailleurs tout court, à cette époque. Léopoldine, une autre exposition que vous attendez? Les mondes de Watteau. Au château de Chantilly, parce que le château de Chantilly est à 20 minutes. Et le duc d'Aumale, donc, qui est l'origine des collections du château, a souvent dégoté des perles, en fait. Et Watteau, il a à peu près une dizaine d'œuvres de Watteau. Et l'exposition vise à... Alors ce sera sans doute une petite exposition, mais vise à montrer différentes facettes de son travail, notamment le regard qu'il avait sur ses contemporains. Et donc le musée nous a promis quelques œuvres inédites, ou du moins jamais vues par les visiteurs, donc j'attends ça avec impatience. Et là aussi, le musée de Chantilly vaut aussi le déplacement pour lui tout seul. Vous avez 30 secondes, Nicolas, pour quelque chose? L'affiche. Alors c'est bah oui, l'art dans la rue. Oui, l'art dans la rue. Je pense que ce sera une exposition passionnante. D'abord parce que les maîtres de l'affiche sont des artistes à part entière, mais qu'en plus de ça, ça nous racontera l'histoire de la ville au XIXe siècle, à l'apogée du concept même de ville, puisque c'est l'art dans la rue et que ça nous raconte ce que l'on consomme, ce que l'on convoite, comment on veut nous le faire consommer, et comment. C'est le prologue, ce sont les prémices de ce qui aboutira au pop art, en fait. Et donc ce sera passionnant, et je pense que ce sera une exposition très très conséquente qui révélera des grands maîtres qu'on a tendance à négliger sous prétexte que ces affiches étaient lacérées une fois que... Et ça sera Orsay, et vous avez magnifiquement bouclé la boucle en nous citant Wesselmann. Merci beaucoup à tous les quatre. On est terminé ce Club Le Figaro Culture consacré aux Beaux-Arts. Vous reviendrez dans quelques semaines pour parler de la saison qui débutera plutôt fin février, début mars, avec la deuxième partie de l'année. La semaine prochaine, nous parlerons de polar. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.